Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, toujours à 25, dans la peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Alors il faut absolument que je vous montre un truc. Aujourd'hui, que ne fut pas ma surprise en découvrant la vidéo de notre lapin national. Et oui, l'arrêt sur image fait partie de ma petite vengeance. Je vous mets l'extrait en question. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 25, dans la peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, c'était Monsieur Rabbit. Bonjour à tous les amis, je me suis fait un délire en fait, de temps en temps je vais imiter comme ça des youtubeurs ou des twitchers, et puis dites-moi dans les commentaires si vous retrouvez la personne, et comme ça on se fait un petit délire comme ça entre nous. Alors pour répondre à ce monsieur, je vous invite à laisser une note de 0 à 10 pour juger cette prestation. Et n'hésitez pas à bombarder les pouces rouges pour répondre dignement à cet affront qu'il nous fait. Oui, qui nous fait. Oubliez pas, le Zap Crypto, c'est nous. Vous prenez pas qu'est-ce qui vous arrange, c'est pas la fête d'ici. Allez, je compte sur vous, Mais avant ça, bonne vidéo à tous. C'était Zappy Zapette, haha. Et PS, je ne bouge pas du tout la tête ainsi. Gros big up, Monsieur Rabbit. Attention, attention, attention. Ceci n'est pas un appel à la haine. Restez respectueux. N'oubliez pas que Monsieur Rabbit est un zapper. On a ensuite Google qui se met en place une équipe axée sur le Web3 pour proposer une solution back-end. En gros, Google ne compte pas, en tout cas dans un premier temps, proposer des produits Web3, c'est-à-dire des produits pour la décentralisation. Ils veulent proposer des outils pour les développeurs qui, eux, proposent des produits Web3. Donc je m'imagine que ça va être des solutions cloud, des solutions Google Cloud et compagnie pour faire de l'hébergement. De toute façon, il le faut. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette news, c'est ça. C'est l'équipe relèvera l'unité de cloud computing de Google qui a conclu le mois dernier un accord avec Aptos Labs pour permettre aux entreprises et aux développeurs de construire plus facilement sur le réseau Google. Aptos, ça va ressortir en boucle. Aptos et Sui, c'est la nouvelle génération de blockchain monolithique. On vous a fait un article sur le sujet pour vous expliquer ce qu'il en était. Il y a un white paper qui est sorti entre temps, peut-être qu'il faudra qu'on mette à jour notre article, mais dans les grandes lignes, on explique le fonctionnement. Qu'est-ce que je veux dire par blockchain monolithique ? C'est tout simplement une blockchain qui ne va pas chercher à scale sa bande passante avec des layer 2 comme le fait Ethereum ou Celestia. Il va essayer de faire une blockchain qui a une grosse capacité transactionnelle on-chain. Pendant ce temps en Asie, pour la deuxième journée consécutive, on a une actualité de société qui veut développer son offre crypto. En effet, hier, on apprenait qu'en Corée du Sud, on avait Samsung Securities qui s'était associé à 6 autres entreprises pour lancer sa propre plateforme d'échange crypto. Et aujourd'hui en Malaisie, on a la banque d'investissement Kenanga qui va développer une super app qui intégrera les paiements en crypto. Et pour développer cette application qui sera un mélange de plusieurs services et qui intégrera un moyen de paiement, la banque a signé un partenariat avec la société chinoise Ant Group qui a développé l'application de paiement Alipay. À savoir que la banque Kenanga est la plus grande banque d'investissement indépendante de Malaisie, qui est d'ailleurs considérée comme l'un des pays d'Asie les plus attractifs pour le secteur crypto. Bref, malgré la mauvaise période dans les cryptos, à chaque jour qui passe, on voit des projets qui vont dans le sens de l'adoption des cryptos comme moyen de paiement. Nous avons rencontré, vous savez, Binance est l'une des plateformes mondialement connues et qui est une plateforme sérieuse, connue de tout le monde. Et donc nous avons eu à échanger tout dernièrement avec le PDG et je crois que nous avons discuté sur un certain nombre d'aspects. Il y a des possibilités de coopération qui se mettent en place, comme lui-même il a posté. Comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos de notre programme, Sango est un projet futuriste multidimensionnel. Il part de la création du Sango Coin à la tokenisation des nombreuses matières premières que regorge ce pays, telles que l'or, le diamant, la bauxite, les terres rares, l'aluminium, le fer, etc. Ce que j'ai retenu de cet entretien, c'est quand il parle des critiques, des gens qui veulent discréditer le projet, qui veulent que la République centrafricaine échoue, d'autres qui parlent de la couverture d'Internet. Mais il le dit lui-même, ils vont développer la fibre optique grâce aux investisseurs. Les infrastructures vont changer. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, car, comme il le dit lui-même, le Sangokoi suscite des inquiétudes, des interrogations, mais malgré tout, il reste confiant. Et il dit également que beaucoup de gens l'approchent et qu'ils veulent travailler avec lui dans ce sens.
Et depuis les gros problèmes rencontrés par Celsius, par Three Arrows Capital, etc., et d'autres exchanges, évidemment, tout ce qui est hardware, cold wallet, pour ne citer que les deux principaux acteurs, Ledger et Trezor, sont finalement les grands gagnants de cette hiver crypto. Les ventes sont en train d'exploser. D'ailleurs, si toi-même tu es intéressé, évidemment, pour acquérir une Ledger, je t'ai mis évidemment le lien en description. Mais cela montre bien que les gens commencent à se méfier et cela pourrait être plus compliqué pour les exchanges dans le futur qui vont devoir prouver qu'ils sont sécurisés et ce qui va pas être gagné d'avance évidemment comme idée à fournir aux investisseurs en crypto-monnaie. Du côté de Coinbase, on a Brian Armstrong qui souhaite faire évoluer les revenus de la plateforme. Comme vous le savez déjà, les plateformes d'échange crypto se rémunèrent principalement grâce aux frais qu'elles prennent sur l'ensemble des transactions, mais quand on est en période de bear market comme actuellement, ce type de financement est grandement réduit et peut même mener à un ralentissement du développement de la plateforme. Et donc en partant de ce constat, Brian Armstrong estime que ce modèle économique n'est pas viable sur le long terme, et il annonce ainsi son ambition d'étendre d'autres sources de revenus, avec des abonnements et des services qui devraient à terme dépasser les 50% du total de leurs revenus, alors qu'actuellement les abonnements représenteraient 18% de leurs revenus. À savoir que récemment, on a de plus en plus d'institutionnels qui font appel à leurs services, comme par exemple BlackRock, et donc on voit qu'ils sont déjà en train de diversifier leurs sources de revenus en dehors des frais de transaction des particuliers. Après, c'est un article intéressant, c'est vraiment un ponte de Wall Street, c'est vraiment quelqu'un d'hyper Bitcoin friendly, qui explique qu'aujourd'hui, en fait, finalement, bon déjà, le Bitcoin, c'est pas une couverture contre l'inflation, parce que l'inflation explose et le Bitcoin, il baisse, donc ça, c'est une démonstration en temps réel que c'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'aujourd'hui, il y a 200 millions de portefeuilles crypto. Il en faudrait beaucoup plus. Il en faudrait quasiment 1 milliard, 5 fois plus. Et là, à ce moment-là, mécaniquement, le Bitcoin et même certaines cryptos auraient une valeur refuge. Un article à retrouver sur BFM Crypto. La valeur du Bitcoin est corrélée à la notion fiduciaire du dollar. Du coup, comment juger la valeur du Bitcoin s'il n'y a plus de dollars ou si le dollar, en fin de compte, subit une hyperinflation ? Alors déjà Gauthier, merci pour ta question. Je trouve que c'est une question qui mérite de clarifier certaines choses. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le Bitcoin a certes un prix en dollars, mais pas seulement. Il a aussi un prix en euros, un prix en yens, un prix en yuan. En fait, on peut mesurer le prix du Bitcoin en ce qu'on veut. On utilise le plus souvent son prix en dollars parce que le dollar est aujourd'hui la monnaie de référence mondiale, mais Bitcoin peut avoir un prix en n'importe quoi d'autre. Par exemple, ici, on a un graphe du prix du Bitcoin en onces d'or, où on peut voir combien d'onces d'or il faudrait pour acheter un Bitcoin. Donc on voit bien que c'est tout à fait possible, si on veut, de choisir l'or comme référence par exemple, et d'étudier le prix du Bitcoin en fonction de celui de l'or. Et on voit bien que dans ce cas-là, le dollar ne rentre même pas en compte. Dans le cas hypothétique d'une hyperinflation du dollar, et seulement du dollar, le prix de tout le reste exploserait lorsqu'il serait exprimé en termes de dollars, et donc le prix d'un Bitcoin serait lui aussi gigantesque en termes de dollars. Évidemment, ça ne voudrait plus dire grand-chose en soi, puisque le dollar ne vaudrait presque plus rien. D'ailleurs, au final, dans un scénario d'hyperinflation, le graphe du prix du Bitcoin par rapport au dollar deviendrait assez insignifiant, puisque le dollar n'aurait alors, à ce moment-là, plus aucun intérêt comme étalon pour mesurer de la valeur. Les personnes qui ont une forte conviction sur le futur de Bitcoin, et c'est mon cas, pensent que Bitcoin, grâce à ses caractéristiques, deviendra un jour la référence monétaire mondiale, que ce sera une meilleure référence d'ailleurs que le dollar, et qu'au lieu de mesurer le prix des choses en dollars, on les mesurera soit en Bitcoin, soit en Satoshi. Et s'il n'y avait plus de dollars demain, ce qui bien sûr est un scénario complètement hypothétique, alors ça ne changerait en rien les propriétés de Bitcoin et ce qu'il permet de faire, stocker et transférer de la valeur sur un réseau de façon incensurable. Du coup, on voit bien que Bitcoin ne dépend pas vraiment du dollar pour exister. Alors on s'est souvenu soudainement que finalement à certains meetings de Jackson Hole, pas tous les meetings de Jackson Hole, mais à certains de ces meetings-là, eh bien on a eu des interventions assez spectaculaires de la part des banquiers centraux. On se souvient en 2009 de monsieur Bernanke qui avait annoncé son quantitative easing pour sauver le monde, et donc on se dit peut-être qu'il va nous annoncer un truc spectaculaire. En même temps, on ne sait pas trop ce qu'il pourrait nous annoncer puisque on sait aujourd'hui que l'inflation
a fait son pic momentanément, je dis bien parce que rien n'est confirmé encore pour l'instant, mais on ne sait pas s'il va continuer à monter les taux à coup de 75 basis points ou s'il va passer plus qu'à 0,5% de hausse, et puis quelque part il pourrait se montrer un petit peu plus timoré en disant qu'effectivement il va continuer à monter doucement les taux pour ralentir l'inflation, mais surtout pas de l'autre côté de casser le marché et de casser l'économie pour la mettre en récession. C'est ce qu'on aimerait entendre, c'est ce qui serait le plus encourageant pour les marchés. Mais on a un doute effectivement, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va se positionner, s'il va vraiment être du côté hawkish de la force ou du côté dovish de la force. Alors, on peut brasser de l'air, et c'est exactement ce que je suis en train de faire depuis 3 minutes dans cette vidéo. Je brasse de l'air parce que personne n'en sait rien. Le seul qui a fait une annonce à peu près claire et concise sur le sujet, c'est Goldman Sachs, qui a parlé hier en disant que selon eux, Monsieur Powell allait donc rester dovish. Apparemment, il est dovish depuis le dernier meeting de la Fed. Bon, c'est une manière de le dire. 225 basis points de hausse sur les taux depuis le début de l'année. Mais c'est un mec qui est dovish. Donc, il a un discours plutôt conciliant selon Goldman Sachs. Et selon eux, eh bien, au mois de septembre, lors du prochain meeting de la Fed, il ne montera pas les taux de 0,75%, mais seulement de 0,5%. Donc maintenant, une hausse de 0,5% sur les taux directeurs, c'est dovish, et 0,75%, c'est hawkish. Bref, en gros, on s'attend à pas grand-chose, mais la seule chose que l'on peut retenir dans cette histoire, c'est que ça sera vraiment une question d'interprétation et d'analyse, de fine analyse du discours de Monsieur Powell qui sera fait demain soir. Bon, allez, on commence directement par le dollar, donc le Dixie en daily. Une bougie est égale une journée, comme d'habitude. Bon, il ne se passe rien de très très intéressant. Hier, quand on a fait la vidéo ensemble, on était au bord du coup du breakout haussier, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est très bien. Donc là, en fait, on est en train d'avoir un petit peu de ralentissement juste à ce niveau-là, donc au niveau des 109 points. C'est normal. C'est juste en fait une pure défense des vendeurs qui ont réussi à mettre un mur assez puissant pour pouvoir rejeter le cours. Mais bon, attention, parce que pour le moment, on a toujours un sacré momentum bullish que je vais vous montrer si je ne me trompe pas d'outil. On va effacer ce petit point. Voilà, donc on a toujours un gros momentum haussier. Donc ça veut dire que c'est toujours les bulls qui ont la main. Surtout qu'il faut pas oublier que dans la tendance de fond, on est haussier, regardez. Donc là, c'était juste un petit retracement, bon, qui est un peu long par rapport aux cryptos, parce que c'est vrai que dans les cryptos tout va beaucoup plus vite, mais dans le marché traditionnel, la finance traditionnelle, c'était juste un tout petit retracement et très rapide. Bref, toujours la même analyse. Si on est amené à péter les 109 points, ça pue pour les cryptos. Si on redescend, on a plusieurs supports à péter, donc les 107,50 points, les 106 points et les 105 points, donc là la zone de rechargement, avant de dire qu'on a vraiment un double top, un M-top, et peut-être enfin revoir les crypto-monnaies qui repump. On s'emmerde un petit peu, donc là le côté négatif c'est pour l'instant on est toujours la moyenne mobile 50 mon cycle, la moyenne du prix du Bitcoin sur les 4 dernières années, donc ça c'est pas bullish. Tant qu'on me pète pas ça, ben on peut oublier la tendance haussière, et même si on pétait ici les 21 700 $, on va se confronter à 3 niveaux, si tu veux, résistance qui sont assez importantes. La première c'est la moyenne mobile 200 weekly, c'est Roger il a des grosses patounettes, il rigole pas, quand il met des tartes, bam, on se renfonce. Il y a la Kijun ici, aussi daily, qui est la moyenne du prix de Bitcoin sur les 26 derniers jours, et on a la Tenkan Daily qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 9 derniers jours, en prenant le plus haut et le plus bas. Bon, c'est le système Ishimoku, tu connais. Bon, donc là au-dessus de nos tronches, il y a des énormes résistances, une énorme résistance ici, une énorme résistance là. Il y a même la moyenne mobile 100 daily qui est la moyenne du Bitcoin sur les 100 derniers jours, tout simplement, qui a repoussé le prix ici lorsqu'on était aux 25 000. La moyenne mobile 100 daily, elle a fait non, le lendemain elle a fait non, le surlendemain elle a fait non, et le surlendemain elle a fait non. Et finalement, le non s'est transformé à une bougie de moins de 10%. Donc, on comprend bien que pour l'instant, c'est compliqué d'être bullish, c'est compliqué d'être to the moon. Le seul petite lueur d'espoir qu'on peut voir dans cette grotte des ténèbres, c'est se dire que pour l'instant, on est en train de garder ce support des 20 800 $. Les 20 800, on les tient. Donc, la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va partir après en haut et finalement, on aura trouvé un bottom ici, et puis finalement, ça aura créé le bottom du bear market, pourquoi pas, ou on va s'enfoncer, et grosse bougie rouge, et c'est parti pour les enfers, minimum 17 000 $ et maximum 10 000 $. Bon. Pour l'instant, c'est compliqué de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'au-dessus de nos têtes, on a des énormes résistances, et en dessous de nos pieds, on a des supports, mais pas si puissants que ça. Je dirais même moins puissants que les résistants. Bon, on verra bien. Pour l'instant, au niveau du système Ishimoku, on est sous le nuage d'Ishimoku. Ça veut dire tout simplement qu'on est en tendance baissière. Ça, c'est le système Ishimoku qui nous dit ça. Bon, au niveau maintenant, du RSI et du MACD. Le RSI, on a une petite divergence ici haussière qui nous disait deux choses. Une divergence, ça dit où
un range ou une montée, ben finalement on est en train de range. Donc est-ce qu'on va péter ce range-là par le bas ou on va le péter par le haut? Pour l'instant, on ne sait pas. Bon, au niveau du MACD, on voit que ça fait 3 jours que les vendeurs perdent un peu de puissance, hein, de vélocité vendeur sur le marché. Donc est-ce que c'est les bulls qui vont reprendre le momentum en main et péter ce petit canal-là par le haut? C'est une possibilité. Parce que là, les bulls sont en train de dire, oh, on est là, nous on reprend un petit peu de force. On est au niveau d'un support. C'est pas garanti, voilà, c'est bon, ça remonte, pas de problème, YOLO et tout, hein. On peut très bien ranger davantage. Et pendant qu'on reteste ici ce lot daily, ce creux daily, si jamais c'est ce que décide de faire le prix, hein, il peut très bien V-bottomy, il peut très bien faire un petit V-bottom. S'il décide par exemple dans la session US ici d'aller retester par là, bah, ça emmènerait probablement le Bitcoin retester le bas de ce range ici. Bon, maintenant il ne faut pas se leurrer, cette série de bougies ici c'est moche, hein. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent arriver après un mouvement comme ça. La probabilité est la continuation baissière, hein, si on pense bear flag, si on pense bearish pennant, petite jambe baissière, hop, et éventuellement un mouvement ABCD, pourquoi pas après une petite incursion dans les 22 000, 22 200. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'on fasse le bien connu BART, c'est-à-dire on va vers le bas, on accumule la liquidité, on va vers le haut, on accumule la liquidité, on va vers le bas. Vu qu'on est dans un marché assez liquide, c'est pas non plus improbable. Donc si vous avez un visuel, si vous avez des certitudes quant à la direction du marché, personnellement j'en ai aucune. Et pour l'instant, je vais me contenter de jouer ça ici avec un œil sur les indices. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque fois en fait que eh bien, notre petit MACD en logarithmique va trouver cette box aux alentours des des moins, hein, parce qu'on est même dans le négatif, des moins 0.14, moins 15, moins 16. Donc en fait, la box verte que vous voyez ici, on est dans une bonne zone d'achat, et ce depuis finalement 2015. Alors je précise, il n'y a eu que 2 fois où ça s'est passé. Pour le moment, c'est-à-dire que confirmer où c'était le bottom en 2015, et c'était bel et bien le bottom, d'accord, alors ça se voit pas bien là à l'écran, je vais zoomer dessus, en 2015, et c'était bel et bien le bottom. Par après, ensuite, on a eu également le bottom de bien indiqué aux alentours de décembre d'année 2018, qui s'est fait là également correctement avec ceci. Mais maintenant, rien ne dit que parce que ça a été 2 fois fait, forcément, ça va se refaire une 3e fois. Malgré tout, quand on voit cela, à un niveau de support précédent, parce qu'un niveau de support, c'est quoi? C'est un point relié à l'autre et simplement ça fait une ligne qu'on continue par après. Pour le moment, on est bel et bien sur ce niveau de support. Rien n'empêche après de casser, d'accord? Mais pour le moment, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur ce niveau de support qui a bien finalement ce croisement comme on le voit ici, et donc on peut l'interpréter comme indication boule. Donc ici, tout simplement, c'est la même chose, hein. Les points rouges, ce sont les moments qui sont donnés de vente, et les points verts, ce sont les moments qui sont donnés d'achat, d'accord, par rapport à cet indicateur-là. Tout ça, c'est indiqué quand vous ouvrez l'indicateur, tout simplement, comme vous le voyez, buy signal, sell signal, bref, tout est indiqué ici, tout simplement. Malgré tout, voilà ce qu'on peut en tirer pour le moment avec cet indicateur-là, et cet indicateur-là, si on doit l'illustrer par rapport au support, par rapport au buy signal, etc., c'est un indicateur qui est boule et qui indiquerait, le bottom. Maintenant, encore une fois, j'énumère les indicateurs. À vous de me dire dans les commentaires, les bears, les boules, j'en ai plein. Les boules, j'en trouve, c'est hyper facile à en trouver. Les bears, s'il vous plaît. Les bears, et pas du fondamental, parce qu'on ne sait rien en tirer, d'accord? Oui, il y a une bonne nouvelle de ce côté-là, il y a une mauvaise de celui-là. Bon, c'est un peu compliqué. Donc là, Titan Crypto qui nous dit attention, ici on est en monthly, une bougie c'est 1 mois, c'est le Bitcoin, d'accord? On a la Tenkan du système Ishimoku qui est en bleu, qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 9 derniers mois, et la Kijun ici qui est en rouge, qui est la moyenne du prix du Bitcoin sur les 26 derniers mois. Et à chaque fois que la Kijun, qui est plus puissante que la Tenkan, est passée sous la Tenkan, donc à chaque fois que la ligne rouge est passée en dessous de la bleue, ça a été les enfers. En bear market 2015, bam, la Kijun passe sous la Tenkan, les enfers, moins 57%. Bear market 2018, la Kijun qui passe sous la Tenkan, bim, moins 49%. Et là, la Kijun va valider ce mois-ci le passage sous la Tenkan. Sauf si à la fin du mois, on va se réveiller, il va avoir du gros ouvert jusqu'à la fin du mois, et dans ce cas-là, elle va juste la toucher et peut-être repartir. Par contre, là, on pourrait faire le moins 50%, bonjour les 10 000 $.
Donc là, gardez bien ça en tête, c'est une très belle analyse de notre ami Titan of Crypto qui a beaucoup regardé l'attaque des titans. Donc là, c'est très joli, on fait attention et ça, c'est l'épée de Damoclès au-dessus de notre tronche. Hein. Et le système Ishimoku en Monthly, il rigole pas. Hein. C'est comme la maman de Roger. Bon. Hébergé sur le réseau Polygon, Shatterpoint nous est présenté par un studio de développement de jeux bien connu et expérimenté, Estati. Il s'agit d'un développeur européen de jeux mobiles qui a plus de 1,5 milliard de téléchargements de jeux mobiles à son actif dans le monde et plus de 200 millions de joueurs actifs. Ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux avec plus de 2,3 millions d'abonnés au total. Je vous laisse imaginer à quel point Estati a beaucoup d'influence et le nombre de transactions qu'il peut y avoir. Shatterpoint adopte une approche radicalement différente de la plupart des jeux, mais choisit quand même d'emprunter la voie traditionnelle des jeux RPG pour le contenu saisonnier. En fait, chaque saison sera remplie de récompenses et de défis complètement renouvelés, avec de nouveaux objets exclusifs, et pour couronner le tout, avec même de nouveaux mécanismes de jeu. Fortnite, par exemple, introduit à chaque nouvelle saison des armes et des objets, et également de nouvelles fonctionnalités de jeu pour faire évoluer l'expérience du gaming. Tout commence a priori le 13 décembre 2021. Un tweetos avec le pseudo DillyDelly explique dans un tweet qu'un membre vérifié du Discord de Bored Ape aurait posté le lien d'un site proposant de créer gratuitement une version animée de son Bored Ape. Il a signé sur le site une transaction censée vérifier qu'il possédait bel et bien le Bored Ape, sauf qu'en réalité cette transaction servait à céder le NFT au voleur. Voleur qui a revendu le Bored Ape le jour même pour 178 000 €. Bon, le bon côté pour la victime, c'est qu'elle aura appris à se méfier des choses gratuites. Alors certes, ça fait cher la leçon, mais au moins c'est efficace. Pour brouiller les pistes, le voleur a envoyé cet argent vers Tornado Cash, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un mixeur qui va en fait récupérer votre argent, le balader sur plein d'adresses différentes et le mélanger avec l'argent d'autres personnes pour que vous puissiez ensuite le récupérer de façon anonyme. Le dépôt sur Tornado a été fait en 7 versements de 10 ETH et 3 versements de 1 ETH. Notez, c'est un détail très important. Le 5 janvier 2022, maintenant, une autre victime s'exprime aussi sur Twitter. Elmono dit s'être fait voler son Bored Ape après avoir cliqué sur le lien que mettait en avant un compte Instagram pour pouvoir avoir une version animée de son Bored Ape. Donc là, vous vous en doutez, il s'est pris exactement la même carotte et le voleur a revendu le Bored Ape le jour même pour 230 000 €. Mais heureusement pour la victime, celui qui avait acheté le Bored Ape a accepté de lui rendre en échange des 230 000 € qu'il avait payé au voleur, évidemment. Voleur qui, une fois de plus, a déposé l'argent le jour même sur Tornado en 6 versements de 10 ETH. Et encore une fois, c'est un détail assez important pour la suite de l'enquête. Troisième et dernière victime dont on va parler maintenant, puisque c'est celle qui, à notre connaissance, a pris le plus cher. Le 21 mars 2022, Black Apple sur Twitter se fait identifier dans un tweet provenant d'un compte certifié qui met en avant, je vous le donne dans le mille, le lien d'un site qui permet d'obtenir une version animée de son Bored Ape. Sauf que ce compte Twitter certifié était en fait un compte volé. Et Black Apple, lui, il y est allé d'un coup, il a signé pour les 3 Bored Ape et se les a fait siphonner. Le tout a été revendu le jour même pour 763 000 €. Et ensuite, comme d'habitude, Tornado Cash en un versement de 100 ETH et 3 versements de 10 ETH. Là, je vous ai parlé de seulement 3 victimes, il y a eu plein d'autres NFT volés de la même façon pour un butin total estimé à 2,5 millions €. Et c'est là que l'enquête commence vraiment. Et pour finir, je voulais vous parler de NFT et de The Sandbox. Donc The Sandbox, c'est le projet Metaverse qui existe depuis un certain temps avec cet univers graphique très particulier. Ils viennent de lancer la saison 3 de The Sandbox, Alpha Season, la saison 3 Alpha de The Sandbox, et regardez, on peut voir en fait que dans cette saison 3, on va désormais pouvoir jouer avec des avatars NFT venant d'autres projets. Dans cette vidéo, on peut voir qu'il y a les Bored Ape Yacht Club, vous pouvez venir avec les Clonix, les Cool Cats, il y a plein d'autres projets, Snoop Dogg, World of Women, on peut retrouver aussi les Cyberconks, Gutter Cat Gang, Moonbirds et plein d'autres projets NFT. Donc si vous avez ces NFT là, vous allez pouvoir directement jouer avec votre avatar qui va être en fait créé en 3D à partir de votre NFT qui est en 2D. Donc il y a un gros travail fait par The Sandbox sur le sujet, et ils sont en train aussi de faire ce que Otherside voulait faire et veut faire avec cette intégration des NFT de divers projets dans cet univers. Donc ils sont dans les métaverses interopérables. Tant mieux, on est en train de voir vraiment de la concurrence au niveau des métaverses. Je trouve que les graphismes sont toujours pas au rendez-vous sur ce type de métaverse, mais en tout cas c'est une première étape, il y aura d'autres évolutions et espérons que ça se développe davantage, parce que là on commence à voir en fait une réelle utilité des NFT dans des jeux, etc. Donc pourquoi pas.
Ensuite, BC Brawler, je vous en parle évidemment parce que il reste plus que 2 semaines en fait de BC Brawler. On approche du PVP. Je vous rappelle, je suis ambassadeur et partenaire Wax, donc prenez du recul par rapport à ce que je vous dis. Moi, en tout cas, je crois très très fort dans le programme BC Brawler. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu plus frileux parce que à la base c'était un click to earn, mais c'est un click to earn évolutif. Donc le PVP arrive. Le PVP, je vous le rappelle, qui est fait par Richard Garfield, le créateur des cartes Magic, un petit peu en mode jeu de cartes, jeu de poker, beaucoup de bluff, beaucoup de skill, et qui va se développer encore plus en plus, sachant qu'en plus quand vous allez jouer en fait vos brawlers vont faire des actions en background derrière, donc vraiment sympa. En plus il y a aussi un Brawlverse derrière, c'est backé par la blockchain Wax. Enfin, pour moi c'est vraiment un gros projet. Et du coup donc chaque semaine en fait il y a un concours, c'est ce que je disais en intro avec le mot secret. Je vous mettrai le lien du coup de giveaway. Vous pouvez gagner des brawlers légendaires, des brawlers, des land brawlers qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez gagner des skins, enfin pas mal de choses. Et du coup, donc le mot secret, donc je vous le donne. Le mot secret de cette semaine, c'est... Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.